Cette présentation est faite au département de physique de la faculté des sciences de Meknès qui relève de l'université Moulay Ismaïl. Elle a pour but de donner des généralités sur les TP de physique faits au département. C'est une partie essentielle de ces TP et elle est commune à toutes les manipulations que l'étudiant doit faire. Le plan général de ce diaporama est le suivant. Au début, on va parler de l'objectif des enseignements. Ensuite, on va parler des mesures faites en physique. On donnera après les définitions des incertitudes et leurs calculs. Puis, on parlera du théorème de comparaison. Enfin, on donnera les différentes étapes à suivre pour faire une représentation graphique. La physique est la science qui permet de déterminer les lois de la nature ainsi que l'étude des propriétés de la matière. Ceci se fait grâce à des expériences reproductibles. L'enseignement universitaire est constitué de 3 parties. Le cours, qui explique théoriquement certains phénomènes physiques, les travaux dirigés TD qui sont des exercices et des problèmes, les travaux pratiques TP qui permettent de faire des expériences. Et ceci pour différentes parties du cours. Pour faire l'étude expérimentale d'un phénomène physique, on doit avoir un appareillage scientifique qui permet de réaliser des montages, puis faire des mesures pour vérifier certaines théories et déterminer des grandeurs physiques. Prenons un exemple en mesurant la longueur d'un segment AB. Pour cela, on utilise une règle graduée en millimètres. On trouve alors AB qui est égal à 8 cm. En physique, il faut toujours dire et écrire les unités d'une mesure. Le résultat d'une mesure n'est jamais exact. Il y a toujours des erreurs qui sont dues soit à l'opérateur, soit à l'instrument ou appareil de mesure. On majeure ces erreurs et on parle de l'incertitude sur la mesure. Il y a 4 types d'incertitudes. L'incertitude systématique, l'incertitude accidentelle, l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Par définition, l'incertitude systématique est la plus petite grandeur qu'on peut mesurer avec un instrument ou un appareil de mesure. Comme premier exemple, on revient à la règle précédente qui est graduée en millimètres. La plus petite distance qu'on peut mesurer avec cette règle est 1 mm. Par conséquent, l'incertitude systématique de cette règle est delta L systématique qui est égal à 1 mm. Delta ici représente le symbole de l'incertitude. Comme deuxième exemple de l'incertitude systématique, on prend une balance numérique et on pèse une masse petit m. On trouve alors m qui est égal à 9,08 g. La plus petite masse qu'on peut peser avec cette balance étant 0,01 g, son incertitude systématique est donc delta m systématique qui est égal à 0,01 g. La définition précédente de l'incertitude systématique s'applique à la majorité des instruments ou appareils de mesure. Cependant, il y a un cas particulier, celui du voltmètre. Dans ce cas, l'incertitude systématique delta U est donnée par l'expression suivante, delta U qui est égal à classe fois calibre sur 100.
avec U qui est égal à calibre fois N, N le nombre de divisions, divisé par l'échelle. Ces relations sont utilisées aussi dans le cas de l'ampère-mètre. Il suffit de remplacer U par I. L'incertitude accidentelle est due à l'opérateur, et ceci lorsqu'il fait plusieurs mesures d'une grandeur physique G dans les mêmes conditions. On va prendre un exemple de cette incertitude. Faisons 3 fois la mesure d'une grandeur G dans les mêmes conditions. On trouve alors les 3 valeurs G1, G2 et G3. On calcule ensuite la moyenne de ces 3 valeurs. La définition de l'incertitude accidentelle de cette mesure est la suivante. On fait la différence entre la valeur moyenne et les 3 mesures G1, G2, G3. L'incertitude accidentelle est alors la plus grande valeur absolue de ces 3 différences. Parmi les origines de l'incertitude accidentelle, il y a les erreurs de parallaxe. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on voit le niveau d'un liquide dans une éprouvette cylindrique graduée, et ceci de façon oblique. Normalement, la vision de l'œil doit être perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette. Il y a aussi le mauvais choix du calibre de l'appareil ou bien la finesse du spot d'un oscilloscope mal réglé. Par définition, l'incertitude absolue est la somme des incertitudes systématiques et accidentelles. Quelquefois, on utilise les abréviations SIS pour systématique et AX pour accidentel. L'incertitude relative ou précision est le rapport d'état G sur G moyen. C'est un nombre sans unité exprimé souvent en pourcent. Dans cet exemple, on se propose de remplir le tableau suivant, sachant qu'on a utilisé la règle graduée précédente. Et ceci pour faire 3 mesures de longueur L. La valeur moyenne est 20,36 cm, l'incertitude systématique 0,1 cm, l'incertitude accidentelle est la plus grande valeur absolue des différences entre 20,36 cm et 20,2, 20,3 puis 20,6 cm. On trouve alors 0,24 cm. L'incertitude absolue est la somme des incertitudes systématiques et accidentelles, c'est-à-dire 0,34 cm. Dans ce cas, on doit garder un seul chiffre significatif, c'est-à-dire le premier chiffre après la virgule. Comme 4 est inférieur à 5, on garde 3. L moyen doit avoir aussi le même nombre de chiffres significatifs que delta L. On arrondit le deuxième chiffre après la virgule, car 6 est supérieur à 5. On a alors L moyen qui est égal à 20,4 cm. Finalement, la mesure de L s'écrit de la façon suivante. L qui est égal à 20,4 plus ou moins 0,3 cm. Cette écriture doit comporter 3 informations. La valeur moyenne de la mesure, son incertitude, puis l'unité. L'écriture des résultats de la mesure de L signifie que L est compris entre 20,4 moins 0,3 cm et 20,4 plus 0,3 cm. C'est-à-dire que la valeur réelle de la mesure se trouve dans un intervalle dont le minimum est 20,1 cm et le maximum 20,7 cm. Voici 2 remarques sur les incertitudes. D'abord, l'incertitude sur une mesure doit être toujours positive. Ensuite, l'incertitude sur une mesure est toujours inférieure à cette mesure.
Dans les exemples vus jusqu'à présent, les mesures sont faites directement en utilisant un instrument ou appareil de mesure. Lorsqu'on a une relation, on détermine l'incertitude en faisant un calcul d'incertitude. Pour cela, il y a deux méthodes. Premièrement, la méthode différentielle et deuxièmement, la méthode des logarithmes. Pour la première méthode, on prend une grandeur g qui est liée à d'autres grandeurs grand X, grand Y, grand Z par une relation et qui est définie par sa valeur g telle que g qui est égale à f en fonction de x, y, z, etc. Connaissant les incertitudes delta x, delta y, delta z des mesures x, y, z, on détermine alors l'incertitude absolue de delta g en fonction de delta x, delta y, delta z en utilisant la méthode différentielle. On commence par déterminer la différentielle de g qui est égale à d rang g sur d rang x dx plus d rang g sur d rang y dy plus d rang g sur d rang z dz, etc. On fait ensuite la majoration physique pour avoir delta g en remplaçant petit d par delta et les coefficients de dx, dy, etc. sont pris en valeur absolue. On obtient alors l'expression suivante, delta g, qui est exprimée en fonction de delta x, delta y et delta z. On utilise la méthode des logarithmes lorsqu'une fonction f comporte des produits ou et des quotients. Le logarithme de f est égal à log de g moins log de h. La différentielle de ce logarithme donne df sur f qui est égal à dg sur g moins dh sur h. On passe aux incertitudes en faisant la majoration physique et en remplaçant petit d par delta. On obtient l'expression suivante, delta f sur f qui est égal à delta g sur g plus delta h sur h en valeur absolue. On va prendre un exemple en utilisant la loi d'Ohm U égale à RI. On en déduit que R qui est égal à U sur I. La méthode différentielle nous donne delta R en fonction de delta U et delta I. L'expression delta R qui est égal à delta U sur I plus U sur I carré delta I. La méthode des logarithmes nous donne delta R sur R qui est égal à delta U sur U plus delta I sur I, c'est-à-dire delta R qui est égal à delta U sur I plus U sur I carré delta I. On retrouve donc le même résultat avec les deux méthodes. Souvent, dans une manipulation, on nous demande de comparer deux valeurs d'une même grandeur. Dans ce cas, il faut toujours passer par le théorème de comparaison, qui dit que si la valeur absolue de G1 moins G2 est inférieure à la somme de delta G1 et delta G2, alors G1 est sensiblement égal à G2. On passe à la représentation graphique. Le but de cette partie est de tracer une grande courbe, et ceci pour avoir une pente précise. Inversement, si une courbe est petite, l'incertitude sur la pente est grande. Pour calculer la pente d'une droite D, d'équation y égale à x plus b, on prend deux points A1 de coordonnées x1, y1 et A2 de coordonnées x2 et y2 de cette droite. La pente de D a pour expression alors P qui est égal à A qui est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1.
Supposons que la mesure d'une grandeur x a donné 4 valeurs comprises entre un minimum et un maximum avec une incertitude delta x. Dans chaque cas, les valeurs de la grandeur y correspondantes sont aussi comprises entre un minimum et un maximum, avec des incertitudes, bien sûr. Il s'agit, à partir de ce tableau de mesure, de tracer la courbe y égale f de x. Pour cela, bien sûr, il faut avoir un papier millimétré, puis suivre les étapes suivantes. On commence par tracer l'axe horizontal au bord du papier millimétré en lui donnant un nom et une unité, ainsi que l'axe vertical. Le point de rencontre de ces deux axes n'est pas forcément le zéro, sauf s'il se trouve dans le tableau de mesure. À partir de ce point de rencontre, on se déplace horizontalement vers la droite de 2 cm pour marquer x minimum. De même, à partir de la flèche, on se déplace vers la gauche de 2 cm pour placer x maximum. On mesure ensuite sur le papier millimétré la distance entre x min et x max pour trouver par exemple m cm. L'échelle horizontale dans ce cas est A unité correspond à m cm avec A qui est égal à x max moins x min. On fait la même chose verticalement en plaçant y min et y max. On calcule ensuite la distance entre eux qui est égale à n cm. L'échelle verticale est donc B unité correspond à n cm avec B qui est égal à y max moins y min. Et on écrit y égale f de x, le titre de la courbe. On place ensuite les points intermédiaires x2 et x3 en utilisant l'échelle qu'on vient de déterminer. Ainsi, une règle de 3 permet de déterminer la position de x2 sur l'axe OX. On a A unité qui correspond à m cm et x2 moins x min qui correspond à x cm. On fait de même pour les autres points. On relie ensuite x minimum et x maximum sur le graphe par un signe plus ou multiplié, une croix, et les autres valeurs de la même façon. On a ainsi 4 points expérimentaux sur ce graphe. Il s'agit maintenant de représenter les incertitudes delta x et delta y sur le graphe. Supposons qu'on a un point expérimental 1,1 ayant pour valeur x1 et y1. x1 se trouve entre x1 moins delta x1 et x1 plus delta x1. On détermine ainsi un segment d'incertitude horizontale centré sur x1. De même, on détermine le segment d'incertitude verticale centré sur y1. On relie ensuite ces deux segments et ceci pour avoir un rectangle d'incertitude centré sur A1. Sa largeur
est 2 delta x1 et sa hauteur 2 delta y1. On place autour de chaque point expérimental le rectangle d'incertitude correspondant déterminé à partir du tableau de mesure précédent. Ces rectangles peuvent être plus ou moins grands selon les valeurs des incertitudes. On peut tracer ainsi un faisceau de droites passant chacune par au moins un point de chaque rectangle d'incertitude. Elles vérifient toutes la loi qui relie les grandeurs x et y. Ici, on se contentera de tracer les deux droites limites de ce faisceau. La première, notée D1, a une pente minimale. La deuxième, notée D2, a une pente maximale. Finalement, on porte sur les deux axes des grandeurs principales de 10 en 10 ou de 1 en 1. Dans l'exemple suivant, on voudrait déterminer expérimentalement une résistance inconnue R en utilisant la loi d'Ohm U égale à RI, avec U la tension aux bornes de R et I le courant qui traverse R. On va tracer pour cela la courbe U en fonction de I. Les résultats de mesure sont les suivants. On fait varier la tension U entre 2 et 6 volts avec l'incertitude delta U correspondant à chaque valeur. On détermine ensuite le courant correspondant à chaque tension, et ceci avec les incertitudes correspondantes. Il faut traduire ce tableau de mesure par un graphe en traçant la courbe U qui est égale à f de I. Après avoir déterminé l'échelle de cette courbe, on trace le rectangle d'incertitude ainsi que les deux droites limites D1 et D2. Les pentes de ces droites sont P1 qui est égal à 0,891 volts par milliampère et P2 qui est égal à 1,153 volts par milliampère. La pente moyenne est alors 1/2 de P1 plus P2 qui est égal à 1 volt par milliampère. Et son incertitude, delta Pm, est égal à 1/2 de valeur absolue de P1 moins P2, c'est-à-dire 0,1 volt par milliampère. On a U qui est égal à RI et U qui est une fonction de I qui est égal à Pm fois I. Par conséquent, la résistance R est égale à la pente moyenne Pm, c'est-à-dire que R est égal à 1000 plus ou moins 100 ohms. Le deuxième exemple qu'on va prendre correspond à une courbe qui n'est pas une droite et qu'on ne peut pas utiliser le rectangle d'incertitude. On se contente alors de vérifier expérimentalement l'allure de la courbe. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple suivant. Dans une chambre à haute pression, on augmente la température T de 40 à 160 degrés Celsius. Puis, on mesure la pression correspondante P qui varie entre 2 et 22 bars. Le traçage de la courbe P égale F de T donne le graphe suivant. On a une courbe P qui est égale à F de T qui n'est pas une droite. Ainsi prend fin ce diaporama. Merci pour votre attention.